Ok, c'est parti pour la deuxième intervention. Donc, Manaïk de Kersauzon va nous faire l'introduction. Et puis, Anne Dalmont reprendra donc sur la maladie noire. Contribue-t-elle aux affaiblissements de colonies en Auvergne-Rhône-Alpes? Bonjour, donc je suis Anne Dalmont, je suis pathologiste à INRAE, à l'unité abeilles et environnement sur Avignon. Et aujourd'hui, la FRGDS m'a demandé de faire le point sur ce qu'on connaît sur cette maladie noire et voir avec vous ce qu'on peut faire pour prévenir l'apparition de ce problème dans les ruchers. Et ça nous a semblé intéressant de bien ancrer ça sur la situation en 2020, puisqu'il y a eu beaucoup de cas signalés en Auvergne-Rhône-Alpes, d'où cette intervention. Et donc, Manaïk de Kersauzon, vétérinaire en charge du dispositif OMA, va vous présenter rapidement les chiffres de 2020. Alors, pour introduire donc l'exposé d'Anne, effectivement, je vais vous faire un rapide bilan des enregistrements effectués dans notre région en 2020 pour l'Observatoire de la mortalité des abeilles qui vient de vous être présenté pendant le petit interlude. Alors, vous en avez probablement parlé entre apiculteurs. 2020 a été une année à maladie noire en Auvergne-Rhône-Alpes, alors que dans les deux autres régions où le dispositif OMA est déployé, c'est-à-dire en Bretagne et en Pays de la Loire, ils n'ont pas du tout fait les mêmes observations. Il semblerait que dans la région centre et en Nouvelle-Aquitaine, qui sont toutes proches de nous, les apiculteurs aient souffert du même mal. Néanmoins, faute d'avoir un observatoire dans ces deux régions, nous ne sommes pas capables d'avoir une idée du recensement de la maladie noire dans ces deux régions. Ça représente pour nous 25% des déclarations à l'OMA. Alors vous trouvez dans le tableau là un comparatif des deux années où l'OMA a été déployé en Auvergne-Rhône-Alpes, donc en 2019 et en 2020. Et en 2019, nous n'avions enregistré que 14 déclarations qui concernaient la maladie noire, qui avaient toutes été visitées, investiguées, alors qu'en 2020, nous avons enregistré en tout 83 déclarations qui concernaient la maladie noire, ce qui représente donc 25% de nos déclarations. Alors certaines ont juste fait l'objet d'une déclaration, c'est-à-dire que l'apiculteur a juste contacté l'OMA pour enregistrer ce mal qui avait été identifié, alors que d'autres nous ont sollicité pour une visite d'investigation, notamment parce que l'incidence en fait était si forte dans le rucher que les apiculteurs en étaient très inquiets, ou bien les signes cliniques observés étaient très importants et très soudains. Voilà, ce qui a fait penser que ces signes cliniques pouvaient être associés à des mortalités massives aiguës. Et donc, ces cas ont été investigués. Alors, en Bretagne, ils ont observé un phénomène similaire en 2019, avec 15% des déclarations totales qui concernaient le CBPV. Néanmoins, ça ne s'est pas reproduit depuis. Alors, sur cette diapositive, on vous présente rapidement, vous voyez, la distribution mensuelle des cas de maladie noire enregistrés, tout département confondu. Donc, on remarque pour cette maladie un pic assez habituel au printemps, en avril et mai. Néanmoins, une distribution assez importante tout au long de la saison apicole. J'ai aussi tenté de vous représenter la part du CBPV dans les déclarations par département. Mis à part le Cantal, qui a eu assez peu de déclarations, on remarque que la maladie noire a représenté des proportions similaires entre 18 et 27% dans tous les départements. On n'a pas, de façon significative, eu de départements plus touchés que d'autres. De nombreuses déclarations de maladie noire ont fait l'objet d'une visite d'investigation. Et les investigateurs, vétérinaires et techniciens sanitaires apicoles, ont pu identifier dans 40% des visites ce qu'on appelle des stress supplémentaires. Alors, de nombreux virus ont été identifiés. D'une part, le virus des ailes déformées, le virus de la paralysie aiguë, ou encore des virus touchant le couvain, comme le virus du couvain saciforme ou le virus de la cellule royale noire. On a aussi identifié d'autres agents pathogènes, comme évidemment le varroa ou la nosémose, des éléments type zootechnique, dans de nombreux cas, la mielée de sapin. Et enfin, nous avons observé, lorsque des prélèvements ont pu être faits, notamment par le SRAL et l'ADA, des résidus de produits phytosanitaires qui ont été détectés ou sur les abeilles ou sur le pain d'abeille, le plus souvent à l'état de trace, sans qu'aucun dénominateur commun puisse être identifié. Donc, ni pour les produits phytosanitaires, ni pour les agents pathogènes.
Alors, même si l'observatoire fonctionne de mieux en mieux, grâce à vous tous, on enregistre chaque année de plus en plus de déclarations. Il est vrai que l'échantillon dont nous disposons en termes d'épidémiologie n'est pas toujours significatif. Donc, il est très, très important pour nous que les apiculteurs continuent de déclarer les troubles observés dans nos colonies pour que l'on puisse enregistrer toutes ces données, les compiler, les fournir à nos partenaires qui, eux, ont une vocation plus de recherche et que nous puissions, nous, prescrire éventuellement des analyses complémentaires. Parce que vous le savez, quand on commence à observer puis à rassembler toutes ces données, eh bien, même si l'observatoire, c'est un outil épidémiologique, on est là pour enregistrer des données, on essaye d'apporter des réponses, mais on soulève, heureusement et malheureusement, tout autant de questions. C'est-à-dire que quand on commence à enregistrer des données sur le CBPV, ben voilà, comment répondre à toutes ces questions. Quelle est la période à laquelle on observe finalement plus le CBPV? Est-ce en lien avec la chaleur, avec des carences alimentaires des abeilles, mais aussi des plantes en lien avec la sécheresse? Y a-t-il des lieux, un lien avec la génétique? Y a-t-il un lien avec une exposition à des toxiques? La densité du rucher, le varroa, etc., etc. Et donc, je vais volontiers laisser la parole à Anne pour répondre en partie à toutes ces questions. Voilà, alors comme vous le voyez en titre, je vous ai mis une publication récente en 2020 d'un collègue anglais qui présente le CBPV, donc le virus, le Chronic Bee Paralysis Virus, le virus de la paralysie chronique, qui est l'agent de la maladie noire, on va le voir. Et donc, ce collègue anglais présente cette maladie comme émergente. Alors, on pourrait presque dire réémergente parce qu'elle est connue depuis très longtemps, on le verra. Mais ils ont vraiment noté aussi une augmentation des cas en Angleterre, Pays de Galles. Je vous ai mis le graphique. Et puis, ils soulignent aussi que dans la littérature, on voit quand même une augmentation des cas. Alors, c'est comme Manaïg le disait, c'est très variable. C'est-à-dire qu'on a des années où on va observer de nombreux cas, d'autres pas. Et c'est pas simple de comprendre ce qui fait l'épidémiologie de cette maladie. Donc, on va essayer de s'y retrouver un petit peu. On va commencer par voir sur le terrain comment ça se passe, quels symptômes on observe, la diversité des symptômes qu'on peut observer. Revenir sur des notions un peu générales sur les virus, mais surtout sur les modes de transmission de cette maladie, l'épidémiologie du coup qui est associée. Et puis on parlera des effets seuil justement. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, la maladie va vraiment s'exprimer avec des symptômes cliniques et un impact sur les colonies? Quels sont les facteurs déclencheurs ou les facteurs favorisants? Et puis, comment surtout on peut adapter les pratiques apicoles. Donc, vous voyez, on a un programme chargé. Mais donc, un des symptômes malheureusement caractéristiques que vous avez peut-être observé, ce sont ces tapis d'abeilles mortes devant les ruches ou d'abeilles mourantes, avec des abeilles qui sont incapables de s'envoler, qui ont des tremblements, des mouvements désordonnés, une paralysie, et puis qui sont condamnées et qui meurent très rapidement. Alors, un symptôme qui est signalé dans la bibliographie, je vous l'ai mis, c'est l'abdomen gonflé. Personnellement, je ne l'ai jamais trop observé sur le terrain. Par contre, un autre symptôme vraiment caractéristique du virus de la paralysie chronique, c'est ce symptôme d'abeille noire, et ce qui a donné ce nom à la maladie noire. C'est ces abeilles qui perdent complètement leur poil sur le thorax et qui vont prendre cet aspect noir, graisseux, luisant. Et ça, c'est vraiment le symptôme caractéristique. Mais on ne l'a pas toujours. On peut très bien n'avoir que des symptômes de paralysie et tremblement. Alors, ça me semblait aussi important de rajouter ce qu'on peut observer avec l'ABPV. Alors, l'ABPV, c'est Acute Bee Paralysis Virus, et c'est le virus de la paralysie aiguë. Et vous voyez qu'en fait, beaucoup de symptômes sont communs avec le virus de la paralysie chronique, mis à part qu'on peut avoir aussi des mortalités larvaires pour l'ABPV et qu'on va avoir des mortalités aiguës. Et je tenais à vous en parler parce que très souvent, on va retrouver ce virus associé. Quand on a de la paralysie chronique, on a aussi parfois de la paralysie aiguë avec, et c'est un virus encore plus violent que le virus de la paralysie chronique. Alors, pour rester sur le focus maladie noire et donc CBPV, les voies de transmission de ce virus sont très particulières. Alors, je sais que la journée était très orientée varroa, vous avez beaucoup parlé de varroa, et là, je vais vous décevoir, parce qu'en fait, le CBPV n'est pas transmis par varroa. Ça a été discuté, peut-être qu'on peut retrouver des varrois avec porteurs un peu de virus, mais vraiment, les voies de transmission principale du CBPV, retenez que c'est la transmission par contact.
la transmission verticale et la transmission orale. Alors, la transmission verticale, c'est de la reine à la descendance. Et puis, on a aussi retrouvé ce virus dans le sperme. Transmission orale, ça va se jouer à différents moments, soit par l'absorption de pollen contaminé ou par la consommation de nectar au pollen contaminé par des fesses infectées. Mais bien évidemment, ça va surtout jouer au moment de l'échange de nourriture, que ce soit des nourrices vers les larves ou lors de la trophalaxie entre individus d'une même génération. Et puis surtout, cette transmission par contact est redoutable parce qu'en fait, il suffit que des petits poils soient cassés pour que le virus puisse être transmis. Et c'est notamment, on pense que c'est notamment ce qui explique que les colonies très populeuses sont souvent plus infectées par ce virus. Alors, bien entendu, attention quand même à Varroa, parce que Varroa transmet plein d'autres virus, et notamment, il transmet l'ABPV. Et donc, ce virus de la paralysie aiguë, lui, est transmis par Varroa. Alors, on a décidé de focaliser sur la maladie noire, mais ne pas oublier non plus que Varroa transmet beaucoup de virus, et notamment l'ABPV, qui peut induire les mêmes types de symptômes. Alors, la maladie noire, c'est une maladie très ancienne. Déjà dans l'Antiquité, Aristote décrivait, alors lui, il parlait d'abeilles voleuses, mais on pense qu'en fait, c'était déjà de cette paralysie chronique qu'il était question. Ensuite, cette maladie, elle a été décrite sur l'île de White, donc on y avait donné son nom dans un premier temps. Et puis finalement, le virus a été purifié par Leslie Bailey, qui a beaucoup fait progresser la virologie et surtout la pathologie de l'abeille. Elle a purifié ce virus en 1963. Et déjà, dans la littérature, ce qu'on retrouve comme facteur favorisant, c'est la forte densité en abeilles, comme je vous disais, vraisemblablement liée au mode de transmission par contact. C'est aussi la relation avec les miellets de sapin, avec le miella. Ça a été aussi attribué à des ressources alimentaires limitées et il est fait mention de sensibilité génétique peut-être de certaines populations. Donc on va revenir en fait sur ces facteurs favorisants, mais donc déjà depuis longtemps, voilà ce qui était déjà décrit. Alors un virus, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste un petit bout d'acide nucléique que vous voyez là en rouge, entouré d'une capside, d'une coque protéique en fait qui le protège. L'information génétique est très condensée, ce qui fait que la multiplication malheureusement est très efficace. En contrepartie, elle est moins fidèle, ce qui veut dire qu'en fait les virus vont évoluer souvent parce que les mécanismes au moment de la réplication font des erreurs et vont entraîner des mutations qui vont faire évoluer les virus, ce qui amène à des souches nouvelles plus ou moins virulentes. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, les virus, on est de l'ordre du millionième de millimètre. Donc, vous avez là deux images en microscopie électronique de la plupart des virus de l'abeille qui sont des petites particules rondes, et le virus de la paralysie chronique, lui, a la particularité d'avoir plusieurs formes. Il n'a pas une forme comme ça très, très géométrique et constante. Il peut avoir de 25 nanomètres à 60 nanomètres de long, comme vous le voyez sur cette photo de Magali Ribière. Pour vous donner toujours l'échelle de grandeur, pour les bactéries et champignons, on est de l'ordre du micromètre, donc là du millième de millimètre. Varroa, on est de l'ordre du millimètre, et l'abeille, on est de l'ordre du centimètre. Donc voilà pour vous donner une échelle. Donc des organismes très petits et malheureusement très efficaces. Alors, pour le virus de la paralysie chronique, je vous ai mis ici son arbre généalogique quelque part. Je vous disais qu'il était très curieux finalement dans le paysage des virus de l'abeille, déjà par son mode de transmission, et on retrouve ça dans la classification. En fait, c'est un virus qu'on n'a pas vraiment classifié. Il a été proposé, je vous ai mis la flèche rouge là ici, donc CBPV est là dans l'arbre. Il a été proposé un ordre des Croparavirus qui en fait se situe entre des virus du moustique et du poisson. Et puis tout en bas, ils n'étaient pas dans l'arbre, mais je vous les ai mis. L'autre branche la plus proche, c'est des virus de plantes. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur des virus nouveaux, en tout cas vraiment particuliers. Et on retrouve des virus d'abeilles, alors abeilles au sens large, parce qu'il y a aussi un groupe d'alictivirus maintenant, donc, qui a été isolé sur des alictes.
Et puis, on retrouve aussi des virus qui peuvent infecter, des souches en tout cas, qui peuvent infecter les fourmis. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur un genre particulier. Alors, ce virus, il est présent sur tous les continents et il a été suggéré une certaine structuration géographique. Alors, à la fois en termes de souches, on retrouve quand même des phylums, un peu des clusters, c'est le mot à la mode, mais on en parle aussi pour les souches de tous les virus. Donc, on en retrouve en fonction de l'origine géographique et du continent. Et puis, les Anglais, le papier que je vous citais en introduction, eux suggèrent même qu'il y aurait en effet un peu tache d'huile voilà, au cours du temps, mais pas sur une saison, mais pas reproductible sur différentes saisons. Alors, en termes de génome, juste pour ceux qui vont jusque dans les publications, on est sur un virus à ARN qui a 2 morceaux d'ARN et vous trouverez peut-être dans la bibliographie mention d'un chronic bee paralysis satellite virus sur lequel on n'a pas vraiment statué pour savoir si c'est un vrai virus satellite associé ou une particule avortée, mais en tout cas qui est peu présent, qui est présent en très petite quantité, qui est très difficile à isoler. Donc, on se focalisera vraiment sur le CBPV. Ce qui est important, c'est vraiment de relativiser, de prendre en compte différentes échelles. On va s'intéresser quand on parle d'une charge en virus, on va s'intéresser à la fois au nombre de copies de virus par abeille, c'est-à-dire cette abeille très infectée, là au milieu, qui a ce symptôme si caractéristique, combien de particules symbolisées ici elle peut porter. Mais ce qui est aussi important, c'est la prévalence, c'est-à-dire la proportion d'abeilles infectées dans le nombre d'abeilles totales de ma colonie. Et puis ce qui va être aussi important, c'est de se mettre à l'échelle du rucher et de savoir combien de colonies symptomatiques ou porteuses du virus j'ai dans ma colonie. Et donc, ça va nous aider à préciser en fait où on en est dans la propagation de la maladie, parce que c'est des mécanismes très classiques. Malheureusement, où tout le monde est un peu sensibilisé maintenant, où en fait, vous voyez bien, là, si on symbolise les abeilles saines en vert dans la ruche et puis les abeilles infectées, vous voyez bien que ça va être plus facile de détecter quand on a un grand nombre d'individus infectés qu'au début de l'infection, où on va avoir des risques de passer à côté de la maladie, simplement pour une question de prévalence, de proportion d'individus infectés. Alors justement, pour vous donner quand même des ordres de grandeur en termes de proportion de colonies infectées, et là, des grandes échelles de territoire. Donc vous avez, il y a une étude qui a été faite sur une dizaine d'années aux USA, où vous voyez que le CBPV représente bien moins de 10% des cas, mais ça, c'est une moyenne. Et en 2014, par exemple, ils ont eu jusqu'à 16% des colonies qui étaient porteuses de ce virus-là. En France, il y a une étude un peu ancienne maintenant, mais les proportions restent vraies de ce qu'on observe dans des essais récents. Elle était faite sur un grand nombre de colonies à l'échelle du territoire, c'est pour ça que je vous l'ai laissé. Et vous voyez que là aussi, le CBPV représente moins de 10%. Alors, c'est à moduler parce qu'il y a des variations saisonnières. Et notamment, je vous ai mis un graphique issu d'un essai qu'on a fait dans le cadre d'un projet avec l'UMT Prades. Donc, sur 134 colonies au printemps 2018, vous voyez qu'on avait une très forte proportion de colonies où on retrouvait le virus à des seuils supérieurs, des seuils positifs, où il y avait vraiment la présence de ce virus. Alors, je n'ai pas dit que c'était à des seuils où ça pouvait expliquer la présence de symptômes. On va voir juste après cette notion de seuil. Parce qu'en termes de diagnostic, sur quoi on peut se baser pour évaluer un peu la charge et la pression en virus qu'on a dans la colonie? Bon, le premier élément, ça va être les symptômes. Donc, on en a parlé, mais on n'a pas toujours ces symptômes, ou en tout cas tous les symptômes. Or, il y aurait un autre élément qui serait la détection au microscope, mais ce n'est pas très pratique. Et en plus, les formes ne sont pas forcément caractéristiques pour ce virus-là. Une autre détection qui est beaucoup utilisée dans tous les domaines humains, vétérinaires, c'est la sérologie, c'est-à-dire là, on va s'intéresser à l'enveloppe du virus et à ces fameuses protéines de capsid.
Alors, ça a été très peu utilisé chez les virus de l'abeille, pour la bonne raison que finalement, la virologie de l'abeille s'est développée au même moment que les méthodes de biologie moléculaire, et comme elles étaient très sensibles, on leur a préféré ces méthodes de biologie moléculaire. Maintenant, on est quand même en train de travailler sur ces méthodes-là, avec, notamment dans le cadre d'un projet de suivi et de monitoring des ruches, un projet européen qui s'appelle le BIGOOD, où on aimerait avoir en fait des kits de détection, un peu comme pour les tests de grossesse, kits de détection pour faire la part des choses entre une intoxication aux pesticides ou la présence des virus de la paralysie. Et donc, on se dirige vers ce type de méthode. Et enfin, sinon, la méthode, c'est la biologie moléculaire. Alors, sur quoi repose la biologie moléculaire et l'amplification génomique? Cette particule, cette espèce de coque, on va essayer d'extraire l'acide nucléique qui est au milieu. Et c'est cet acide nucléique qui va nous cible, qui va nous permettre d'affirmer le virus est présent ou pas. Alors, il y a une contrainte, c'est qu'il faut que l'ARN soit de bonne qualité. Et si on intervient sur des cadavres trop tard, ça va être un peu compliqué parce qu'on prend le risque de passer à côté simplement parce que l'ARN aura été dégradé. Donc, il faut avoir des abeilles soit vivantes, soit qui aient été congelées rapidement, mais il ne faut pas laisser traîner quand on veut faire la détection. Donc, on va extraire en fait ces acides nucléiques et à partir de ces acides nucléiques, on va aller chercher spécifiquement un petit bout du virus, l'amplifier et en fait, on va avoir une réaction exponentielle puisque à chaque réaction, on va avoir 2 brins générés. Et l'astuce consiste à insérer en fait entre ces 2 brins un agent fluorescent. C'est ça qui va nous permettre d'obtenir ces courbes que maintenant tout le monde connaît, qui sont des courbes de PCR quantitatives, où en verticale, vous avez en fait ce signal de fluorescence, et puis en bas, vous avez le temps quelque part, puisque c'est le nombre de cycles en fait de réaction. Donc là, vous voyez, j'espère que vous voyez cette petite ligne rouge qui vous montre, ce qu'on regarde en fait, c'est à quel moment la réaction décolle, à quel moment on a vraiment cette réaction exponentielle qui démarre. Et donc, en calibrant notre réaction avec des solutions de concentration connues, ça nous permet de déterminer la quantité de virus présente dans l'échantillon. Et donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est que finalement, plus les valeurs vont être élevées, plus on va être loin, moins il y avait de virus, plus ça a été long pour que la détection se fasse. Donc finalement, là, à droite, vous avez les échantillons négatifs, et puis à gauche, vous voyez tout ce gros paquet d'échantillons où très très vite, on a un très fort niveau de fluorescence. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de virus dans l'échantillon. Alors, c'est important cet effet seuil. Pourquoi? Parce que je vous ai remis là le petit graphique de tout à l'heure et en vous montrant cette fois la distribution en termes de charge virale. Ce que je vous disais, il y avait plus de 80% des colonies au printemps dans lesquelles on détectait le virus. Mais attention, ce n'était pas 80% des colonies qui avaient des fortes charges. Et il a été montré, il a été suggéré par les collègues de l'ANSES avec les échantillons qui leur sont remontés en comparant symptômes cliniques et charges. Eux, ils suggéraient le seuil de 10 puissance 8, c'est-à-dire 100 millions de copies de virus par abeille comme un seuil critique pour avoir des symptômes cliniques. Et vous voyez que sur nos données, on retrouve bien ce seuil-là, avec finalement, tout à gauche, vous avez des échantillons qui sont à la limite, quasiment à la limite de détection, où ça va correspondre à une infection latente, c'est-à-dire que le virus est présent dans la colonie, mais ne s'exprime pas, il ne se multiplie pas. Vous avez ici une cloche avec une zone dans laquelle qui est un peu où le curseur peut partir d'un côté ou de l'autre. Et puis, vous avez un petit pourcentage de colonies, ici, complètement à droite, où vous avez plus de 1000 millions de copies de virus. Et là, on va avoir des symptômes cliniques. On peut avoir un vrai impact sur les colonies. Voilà. Donc, cette notion de charge, elle n'est pas évidente pour vous. Je sais qu'elle est compliquée quand vous recevez des résultats d'analyse. C'est difficile pour vous de faire la part des choses. Donc, voilà, sachez que c'est vraiment au-delà d'un certain seuil qu'on peut avoir apparition de vraiment des symptômes cliniques. Une colonie saine, malheureusement, ça n'existe pas parce qu'on a affaire à un insecte social avec l'abeille où les voies de transmission sont multiples et on a tout le temps des co-infections. Alors, à des niveaux parfois très faibles, mais une colonie complètement indemne de tous les virus,
Si vous en trouvez, je suis preneur, mais vraiment, c'est le Graal pour le pathologiste, parce que, pour l'apiculteur aussi, mais pour le pathologiste, parce qu'en fait, vraiment, intrinsèquement, une colonie d'abeilles échange des virus, que ce soit via la transmission de varroa ou simplement par transmission verticale ou par toutes les autres voies de transmission qu'on a vues. Donc, une question importante pour vous aussi, c'est combien de colonies sont infectées dans mon rucher? Parce que ça aussi, ça va vous donner un indicateur de la gravité. Et est-ce que la maladie est en train de progresser ou est-ce que finalement, j'ai quelques colonies qui ont exprimé cette maladie, mais ça va se résorber. Donc, c'est un élément vraiment important à suivre. Alors, pourquoi cette maladie qui est présente dans la colonie va s'exprimer à un moment donné? Quels peuvent être les facteurs favorisants ou déclencheurs? Alors, on en connaît certains. On va les balayer ensemble. La première, c'est les ressources. C'est les ressources alimentaires. Alors, c'est intéressant justement finalement que je rebondis sur l'exposé précédent sur les visites printanières où ils insistaient sur les ressources au printemps et le fait que la colonie ait suffisamment de nourriture à disposition. C'est très important parce qu'en fait, le fait d'avoir un régime alimentaire équilibré, quelque part, va permettre un bon fonctionnement du système immunitaire. Et il a été montré que la diversité et l'abondance de pollen a affecté la charge en virus. Et par exemple, que des abeilles qui sont nourries qu'avec du sucre ont un peu plus de virus que des abeilles qui, elles, sont nourries avec un apport de pollen. Et sur le terrain, il a été montré que lorsque la diversité pollinique augmente, on a une diminution de la charge en certains virus. Donc, il y a vraiment une relation directe entre l'état de santé en termes de pathologie de l'individu et aussi son régime alimentaire. Autre élément qui va impacter directement la charge en virus, ça va être l'environnement, la pression en pesticides. Alors, ça a été démontré pour plusieurs pathogènes au laboratoire, donc à la fois Nosema, qui est un champignon, et plusieurs virus, que ce soit sur adultes ou sur nymphes, avec différents néonicotinoïdes. Il a été vraiment démontré que ça a entraîné une augmentation de la charge en pathogène, une mortalité. Et il a été mis en évidence que c'était via la modulation du système immunitaire avec une dépression du système immunitaire qui était induite par les pesticides. Alors pour le CBPV, on a fait, dans le cadre d'une thèse en co-tutelle INRAE ANSES, on a fait des tests CBPV plus thiaméthoxam, donc maladie noire plus néonicotinoïdes. Et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement un effet net sur la mortalité et un effet synergique, qui n'est pas juste un effet additionnel. Vous avez en haut, là, en continu en rouge, la courbe quand on expose à une forte dose de pesticides, plus le virus. Et vous avez la même courbe en pointillé avec le pesticide seul et le virus seul est en noir ici. Donc vous voyez bien qu'en fait, ça a été testé statistiquement, on a vraiment un effet qui est plus fort que la simple addition et on peut clairement parler de synergie avec une survie qui diminue drastiquement quand on a coexposition au virus et aux pesticides. Alors, dans une autre expérience, la différence était moindre entre les modalités de coexposition. Par contre, ce qu'on a bien vérifié, c'est qu'en fait, cette coexposition jouait sur les charges en virus. Alors, vous avez en vertical les charges en virus et puis les différentes conditions expérimentales. Et vous voyez que finalement, tant qu'on a le contrôle de thiaméthoxam seul à gauche, on est en dessous des seuils de détection. Quand on expose au virus, forcément, on augmente les charges. Mais on est toujours en dessous de ce seuil clinique. Et par contre, quand on co-expose virus plus pesticides, on passe au-delà de ce seuil. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que ça vous illustre tout à l'heure les petits symboles que j'avais mis sur les différentes charges en virus. Vous voyez bien qu'en dessous tant que la coexposition peut favoriser finalement ce basculement vers la zone critique où on va avoir expression de ces symptômes cliniques.
Alors, autre élément qui peut jouer sur l'expression des virus, c'est la température. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'exemple sur le CVPV, ça n'a pas été fait. J'ai des exemples sur le virus des ailes déformées qui diminue un petit peu quand la température augmente. Attention, je ne vous ai pas dit qu'en chauffant vos abeilles, tout allait aller mieux, pas du tout, parce que bien évidemment, ça s'accompagne d'une diminution de la survie. Ça a été confirmé d'ailleurs dans les colonies en simulant des vagues de chaleur. Mais autre élément, cette fois en baissant la température pour le virus du couvain saxiforme, on a pu voir que finalement la charge en virus augmentait quand la température diminue. Donc, ce sont des éléments qui peuvent aussi jouer sur l'expression des virus, même si pour le CBPV, on ne sait pas exactement comment, si ça joue dans la même mesure que pour les autres virus pour lesquels ça a été décrit. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les symptômes vont apparaître avec de fortes charges. Alors, là, je vous ai laissé contrôler varroa parce que ça reste vraiment une règle vu le nombre de virus qui sont transmis. Ce n'est pas vis-à-vis du CBPV, mais ça peut être vis-à-vis de la BPV, par exemple. Et ce qui a quand même été montré, je vous ai remis ce graphique de Roberts qui montre, suivant les différentes zones dans le monde et le nombre de stress auxquels les abeilles sont soumises dans leur environnement, le fait que c'est l'augmentation du nombre de stress qui augmente les pertes. Oui, oui. Donc il va vraiment falloir éviter cette accumulation de stress et votre moyen d'action en tant qu'apiculteur, ça va être de jouer sur les emplacements des ruchers, entre autres. Mais il y a d'autres facteurs sur lesquels vous allez pouvoir jouer parce qu'il y a aussi des pratiques à éviter et il y a vraiment moyen de faire du préventif pour éviter le déclenchement du problème. Alors déjà, on peut parler du changement de reine, puisque je vous ai dit que le CBPV pouvait être transmis à la descendance. Quand on voit une colonie qui, dans la durée, continue à exprimer des symptômes, je ne parle pas d'une expression des symptômes qui finalement va s'atténuer rapidement en une semaine, 10 jours, ce qui peut arriver. Là, si vous voyez une colonie qui ne récupère pas, le changement de reine peut être une bonne solution. Oui, à condition d'être sûr d'introduire une reine saine. Parce que bien évidemment, vu qu'il y a transmission à la descendance, il faut être sûr de repartir d'un matériel sain. Et garder à l'esprit que cette reine, vous allez l'introduire éventuellement dans une colonie où beaucoup d'abeilles sont déjà contaminées, donc avec un fort risque qu'elles soient à nouveau contaminées. Donc, il faut être très vigilant. Être très vigilant aussi quand vous faites l'élevage de reines, cette fois. Parce que l'élevage de reines, vous allez prélever les cellules dans une colonie, les élever dans une autre pour les introduire dans une troisième, finir l'élevage dans une troisième. Donc, vraiment, vous voyez que le risque est multiplié par 3 en termes de brassage de pathogènes. Et ça, il faut l'avoir présent à l'esprit et donc vraiment sélectionner des colonies saines pour faire toutes ces étapes. Alors, autre élément auquel il faut s'intéresser, c'est la génétique, parce qu'il est quand même suggéré dans la bibliographie qu'il y ait certaines lignées plus sensibles que d'autres. Ça serait très logique parce qu'on connaît des mécanismes de résistance aux maladies chez beaucoup d'espèces. Donc, il en existe certainement chez l'abeille. On commence à avoir quelques données là-dessus. Nous, on avait fait un essai avec des résultats intéressants, notamment sur le DWV. Mais on est sur des systèmes complexes. On est sur des systèmes complexes où on ne va pas avoir élimination complète du virus, bien sûr. On va avoir éventuellement une réduction des symptômes, peut-être une diminution de la multiplication du virus. Donc, ça nécessite vraiment d'avoir les bons outils de mesure. Et donc, la survie et les charges en virus peuvent être des indicateurs. Et on a vraiment intérêt à regarder dans la diversité des populations d'abeilles qu'on a à disposition s'il y a des facteurs de risque déjà pour éviter ça. Et si en plus, on peut à terme utiliser des résistances au virus. Donc ça, j'espère vraiment qu'on va arriver à faire financer ce projet. On a ça, on voudrait vraiment le soumettre avec les collègues de l'ANSES et les collègues de l'UMT, puisque sur Avignon, on a à la fois l'INRA et on est associé avec d'autres organismes dans l'UMT Prades et on voudrait vraiment travailler cette question-là.
Alors, autre moment important pour l'état de santé des colonies, c'est la multiplication. On divise des colonies saines. Alors, ça paraît évident quand je le dis comme ça et quand je le montre comme ça sur les diapositives, mais pourtant, j'ai lu dans de la presse apicole qu'on pouvait faire des essaims à partir des non-valeurs. Mais vous prenez un grand risque. Bon, pourquoi pas? C'est sûr que si votre colonie, si c'est une grosse colonie qui est devenue bourdonneuse parce qu'on a écrasé la reine en faisant une fausse manip, ok, on peut faire des essaims. Si on intervient juste à temps. Mais par contre, si vous arrivez sur une colonie qui est très affaiblie, vous avez de gros risques qu'elle soit très affaiblie à cause d'un problème patho. Et donc, si vous faites des essaims là-dessus, vous allez simplement multiplier le problème. Dans le même ordre d'idée, quand vous essayez de regrouper des cadres de colonies parce que vous avez une colonie faible, vous vous dites « Oh, bah, tiens, je vais aller renforcer, j'ai une autre colonie qui a l'air pas mal, tiens, je vais regrouper les deux ». Oui, mais s'il y en a une des deux qui était porteuse du virus, ben vous allez avoir au final une seule colonie, mais porteuse du virus. Alors, autre risque qui est là spécifique à la maladie noire, c'est le risque lié aux trappes au pollen. Ça a vraiment été montré que les trappes à pollen pouvaient favoriser en fait l'expression de la maladie. Alors, ça a été démontré par des collègues de l'ANSES et ça a été revu récemment par les collègues de l'ADA en parallèle, en marge d'un essai qu'ils ont sûrement présenté ce matin, où ils avaient observé justement des symptômes de tremblement, paralysie vraiment importants et des mortalités importantes. Et en fait, en enlevant les trappes, on arrive à réassainir la situation et à revenir à une situation normale. Alors pourquoi? Pour deux raisons. En fait, les trappes favorisent les blessures des abeilles quand elles passent. Et donc, comme le CBPV est transmis par contact, ça peut favoriser la transmission du virus. Mais aussi, et peut-être surtout, ça gêne l'élimination des individus malades. Alors, le peu que vous avez vu de la vidéo tout à l'heure, où vous avez vu l'expulsion en fait, d'une abeille malade, c'est vraiment un des mécanismes importants de la défense de la colonie. On parle d'immunité collective avec un ensemble de comportements de la colonie qui vise à éliminer les individus malades pour éviter la transmission de la maladie. Donc là, typiquement, les trappes à pollen gênent ces échanges-là. Autre risque, dans le même ordre d'idée, c'est la dérive. C'est-à-dire que des abeilles qui vont être justement des abeilles infectées qui vont dériver vers une colonie saine vont transmettre la maladie. A fortiori, si elles ont été expulsées, elles peuvent essayer de re-rentrer ailleurs, etc. Ça a été montré pour un autre virus, pour le BQCV, qu'en fait, les abeilles qui dérivent, là, sur votre droite, ont une charge plus élevée. Vous avez ces espèces de graphiques en moustache que malheureusement, on vous montre souvent, mais vous commencez à savoir, donc vous voyez que la charge est plus élevée. Et autre risque aussi lié au pillage, c'est-à-dire qu'en fin de saison, quand les ressources commencent à être limitées, les colonies fortes vont avoir tendance à aller piller les colonies plus faibles. Or, si ces colonies plus faibles sont plus faibles parce qu'il y a du virus, les abeilles vont revenir à la ruche avec du virus et donc entraîner comme ça une progression de la maladie. Donc, une des solutions possibles, alors c'est suivant l'échelle, c'est pas toujours envisageable, hein, sur les très très grosses exploitations, bien évidemment, ça devient très compliqué, mais à petite et moyenne échelle, créer un rucher hôpital où vous allez isoler toutes vos colonies qui vous semblent à problème, c'est une bonne solution parce que ça vous évitera à la fois la dérive, le pillage, ça vous permet de le mettre à proximité de chez vous et de l'observer plus souvent, de voir si vos colonies récupèrent ou pas. Voilà, ça peut être une bonne mesure et bien évidemment désinfecter vos outils. On va même sortir des virus, hein, mais de manière générale, bien avoir en tête que c'est important de désinfecter régulièrement son lève-cadre, par exemple, pour éviter de transmettre des maladies d'une colonie à l'autre. Alors, je terminerai en remerciant beaucoup de collègues, puisque les graphiques que je vous ai montrés sont issus de différents projets auxquels beaucoup de personnes ont participé. Puis, je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse encore pour ces problèmes techniques que je n'ai jamais eu. Pourtant, j'utilise beaucoup Zoom et ça n'était jamais arrivé de planter comme ça un exposé avec une vidéo. Donc, toutes mes excuses et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci pour votre attention malgré tout. Bonjour Anne, donc c'est Jeanne, je vais te transmettre les questions qui ont été posées.
Donc, au tout début, pendant le premier essai, il y a plusieurs questions qui ont été posées, dont une sur que penser des huiles essentielles pour limiter cette maladie. Alors, précisément sur les huiles essentielles, enfin, on ne connaît pas en fait de virucides. Il y a pas, et puis on ne cherche pas en fait à avoir des virucides. On peut avoir que du préventif contre les virus. Ce qu'on sait par contre, c'est que la propolis aurait des propriétés contre les virus, mais ça a été démontré in vitro pour le moment. Mais c'est probablement quand même un des moyens de la colonie de se défendre contre pas mal d'agents pathogènes, puisqu'on sait que la propolis a à la fois des vertus contre les bactéries, contre les champignons et contre les virus. Mais on n'a pas de molécules virucides. Donc les huiles essentielles, non, a priori, c'est sans effet. Très bien. Existe-t-il des études mettant en évidence l'usage des phytosanitaires agricoles et l'élévation en avril des cas de maladie noire? Alors, on y travaille, c'est vraiment une des questions, c'est aussi une des questions qui se pose dans le cadre d'OMA. Hein. Manaïk vous a montré là, les graphiques où ça fait partie des choses, des facteurs qui sont explorés en parallèle. On a d'autres projets sur lesquels on a regardé ça. Il semblerait que ce qu'on a observé in vitro, hein, je vous ai montré ces graphes où on voit les mortalités et les charges en virus augmenter quand on co-expose les abeilles à des pesticides et au virus, ça soit aussi vrai sur le terrain. Donc voilà, on voudrait vraiment travailler sur des jeux de données plus gros. Et c'est là où c'est vraiment important qu'on puisse échanger nos données et nos projets pour mettre en évidence s'il y a des facteurs de risque de ce type. Et j'insiste sur le fait que dans les cas de CBPV, la précocité de la déclaration est très importante pour la qualité des prélèvements. Si on veut faire des analyses complémentaires, que ce soit sur les cadavres d'abeilles ou éventuellement sur du pain d'abeille, plus les investigateurs se déplaceront tôt, meilleurs seront les prélèvements. Et pertinents. Très bien. Concernant le traitement des maladies, le traitement des colonies, vous aviez parlé d'introduire une reine saine. Comment savoir si notre reine est bien saine et indemne de maladie noire? Et également une question sur un vide sanitaire, il me semble. Alors, il faut que je la retrouve. Est-il intéressant de changer de ruche en désinfectant la ruche malade et en supprimant les cadres les moins intéressants? Donc, une question sur la reine saine et sur ce vide sanitaire. Alors, la reine saine, c'est pas évident. Il n'y a aucune obligation d'analyse sur les rennes commercialisées. On a actuellement un petit projet justement financé par la Fondation Lune de Miel pour regarder les charges en virus dans des rennes commercialisées à l'import et aussi sur notre territoire. Donc, ça sera intéressant. Ça a été fait dans d'autres pays où ils ont tous été surpris du niveau en fait, mais malheureusement une reine n'est pas forcément indemne. Vous n'avez aucun moyen de le voir, si ce n'est par le suivi que vous ferez a posteriori. Après, il ne faut pas avoir un message alarmiste et catastrophiste. Les éleveurs travaillent bien, ils font attention à partir de colonies saines, ils font très, très attention à l'état de santé de leur colonie. Donc, voilà, ça reste quand même de l'événement plutôt rare, mais voilà, à quantifier. Et il faut surtout avoir ça présent à l'esprit aussi quand vous faites votre propre élevage de rennes. C'était dans ce sens-là aussi que j'insistais. Et concernant le vide sanitaire, donc, changer de ruche en désinfectant la ruche malade? Alors, changer de ruche, c'est un peu violent. De toute façon, vous avez d'autres voies. C'est-à-dire que vous allez changer de ruche, mais vous allez garder des abeilles avec une proportion d'individus qui sont infectés. Donc, c'est peut-être beaucoup pour un résultat. La voie de transmission par un simple contact avec des surfaces inertes, elle existe, mais ce n'est pas la principale. Voilà.
Donc, ça peut améliorer, mais ça ne sera pas suffisant si votre paquet d'abeilles reste très infecté. Après, il peut y avoir aussi un effet de génération plutôt, c'est-à-dire que le CBPV est quand même une maladie violente, un peu moins que l'ABPV, où c'est encore plus rapide. La mort, l'ABPV, si vous l'inoculez au laboratoire, en 2 jours, toutes vos abeilles sont mortes. Hein. C'est même à des charges très, très, très faibles. La paralysie chronique, il faut 5 à 6 jours pour commencer à avoir les premiers symptômes et avoir malheureusement un effet sur la survie des abeilles et qui vont mourir petit à petit. Mais donc, vous voyez qu'il y a quand même un effet, alors on pense qu'il y a quand même un effet génération, c'est-à-dire qu'il peut y avoir cette transmission par contact un peu explosive à un moment où la colonie, justement, les populations sont en pleine croissance, et puis finalement, qui est liée aussi à d'autres facteurs de l'environnement. Et quand ces facteurs de l'environnement vont disparaître ou s'atténuer et que cette génération d'abeilles aura été remplacée, vous allez revenir à une colonie saine. Et c'est le plus souvent ce qu'on observe. Hein. Donc voilà, moi j'ai essayé de vous montrer ce qu'on sait de la maladie. N'en gardez pas un tableau complètement noir parce que justement, bien souvent, les colonies récupèrent. Je ne sais pas, Manaïk, si vous avez, vous, un suivi dans le cadre de l'OMA aussi sur les signalements que vous aviez. Oui, on a eu des nouvelles. On n'a pas spécialement dans l'observatoire de suivi. On a pu apporter quand même que le salut de la colonie dépendait pas mal de la précocité, enfin, de savoir si la reine était touchée ou pas, évidemment. Et dans l'ensemble des mesures prophylactiques que prenaient les apiculteurs, effectivement, de nettoyage, d'évacuation des cadavres, effectivement, il y a des apiculteurs qui ont secoué les colonies sur des draps de façon à bien ramasser les cadavres et à laisser que les abeilles en capacité de voler retourner à la ruche. Voilà. Et effectivement, en resserrant un peu la colonie et en nourrissant pour lui donner les meilleures chances de s'en sortir. Parce qu'en général, il y a un lien avec l'amenuisement des ressources liées à l'incapacité des butineuses de travailler pendant toute la période clinique de la maladie. Donc, le soutien zootechnique est important. Merci. Une autre question qui va faire un petit peu rebond sur cette idée de ressources. Est-ce que le fait d'utiliser des trappes à pollen qui limiteraient l'apport en protéines à la ruche favoriserait l'apparition de la maladie noire? Et est-ce que l'utilisation de pâtes protéinées pourrait avoir une action bénéfique sur des colonies infectées? Alors, a priori, l'effet des trappes à pollen, ce n'est pas sur la carence en pollen que ça crée pour la colonie, parce qu'elles en ramènent quand même toujours et elles en ont. C'est vraiment plutôt cet effet mécanique sur la transmission et sur le barrage à l'élimination des abeilles infectées, plus que sur le nourrissement. Après, sur les compléments alimentaires, ça c'est un grand sujet. Ce qui reste le mieux, c'est le pollen et c'est un pollen diversifié. Donc oui, les offres se multiplient en termes de compléments alimentaires. Ça nécessite vraiment d'être démontré. Pour le moment, la seule chose qui a été démontrée, c'est que c'est mieux d'avoir du pollen en plus plutôt que seulement du sucre, pardon. Mais si on compare que du sucre, un complément protéiné et un apport en pollen, c'est quand même l'apport en pollen naturel qui reste le meilleur. D'accord. Est-ce que les grilles à reine favoriseraient l'apparition de la maladie? Par cet effet mécanique qu'on a décrit, oui, ça peut clairement, mais ce n'est pas automatique. Il ne faut pas non plus le voir comme quelque chose de systématique. Là, les collègues qui ont publié cette étude signalaient eux-mêmes qu'ils avaient fait l'essai 2 années de suite. Et il y a une année où c'était vraiment flagrant et une année où il n'y avait pas eu d'effet direct des trappes à pollen. Donc là aussi, c'est vraiment un cumul de facteurs qui va faire que la maladie se déclenche. Ce n'est pas seulement le fait qu'il y ait la trappe à pollen, c'est que déjà, il y a le virus qui est déjà présent à des quantités sûrement un peu élevées et qui fait que la trappe à pollen va faire basculer. Et une question sur le miel, en quoi favorise-t-il l'apparition de ce virus? Est-ce que ça vient d'un affaiblissement immunitaire ou est-ce que le virus est présent dans le miel? C'est une super question, mais malheureusement, je ne peux pas y répondre.
C'est l'observation qui a montré qu'effectivement, les mielets de sapin favorisent l'expression des symptômes. Mais est-ce que c'est par carence ça pourrait être aussi lié à des carences polliniques, ça pourrait être lié à une densité aussi une densité des colonies qui fait vraiment un manque de ressources pour les colonies. On pense plutôt à ces effets indirects pour le moment. Mais ce n'est pas exclu qu'il y ait aussi des effets directs des composés du miela. Mais ça n'a pas été démontré pour le moment. Merci. Une autre question. Est-ce que la maladie noire touche-t-elle uniformément toutes les sous-espèces d'abeilles mellifères, italiennes, carneliennes, noires, etc.? Vous n'avez que des super questions. Hein. Oui, ben, on a des super spectateurs. Parce que là, vraiment, vous êtes en plein au cœur du sujet. Moi, j'ai l'espoir vraiment que ça ne soit pas le cas et que finalement, on puisse quand même avoir des populations d'abeilles qui aient un meilleur niveau de résistance. Et ce n'est pas juste un espoir, il y a quand même quelques observations dans ce sens. Déjà, je vous disais, déjà dans l'ancienne littérature, on trouve qu'il y a des sensibilités certainement génétiques à cette maladie. Et donc, s'il y a des niveaux de sensibilité, il y a sûrement des niveaux de résistance et qu'on voudrait vraiment explorer pour pouvoir vous aiguiller. C'est un des risques aussi que je voulais mettre en évidence quand je parle de risques liés à la génétique. Il y a de plus en plus d'imports de rennes qui est fait et donc la sélection finalement se fait dans des zones où la maladie n'est pas forcément présente. Et ça peut être un vrai risque parce qu'une fois introduite dans une zone où la maladie... C'est-à-dire que bien évidemment, la sélection va se faire sur des critères de productivité, de dynamique des colonies, etc., qui normalement prennent en compte la pression en maladie. Seulement, quand cette maladie n'est pas présente dans l'environnement où la sélection a été faite, le jour où vous introduisez des abeilles qui, elles, vont être dans un environnement où la maladie est présente, elles n'y ont jamais été confrontées et donc on peut avoir contre-sélectionné complètement involontairement une sensibilité à cette maladie. Très bien. Une question sur que déduire de l'observation d'abeilles symptomatiques dans une colonie? Est-elle irréversiblement affectée? Et également, si les signes cliniques sont trop importants, est-ce que la meilleure solution ne serait pas l'euthanasie pour éviter la contamination d'un autre rucher par l'établissement d'un rucher hôpital sur un autre point qui pourrait être vecteur de la maladie sur un endroit qui était à la base indemne? Alors, effectivement, quand vous observez des symptômes, c'est déjà très tard parce que, comme vous l'avez vu, ça veut dire que vous êtes vraiment dans des charges très, très fortes. Et c'est là où il faut changer d'échelle, en fait. C'est-à-dire que ça, vous avez ce symptôme-là sur cette colonie. D'abord, est-ce que les symptômes durent depuis longtemps? Est-ce que c'est quelques colonies dans votre rucher? Est-ce que vous avez plus de 10, de 20% de votre rucher qui est atteint? Il faut vraiment le raisonner à l'échelle de l'exploitation et pas se focaliser juste sur les abeilles qui montrent des symptômes. Parce que, comme je vous le disais, il y a quand même une grande partie des colonies qui vont récupérer. Après, on avait fait une session générale virus à l'UMT Prades, justement, alors que vous pourrez retrouver en ligne. Mais il y a eu des témoignages d'apiculteurs justement dans des grosses exploitations qui avaient eu des problèmes de maladies noires de manière récurrente et en l'occurrence c'était lié à vraisemblablement après l'hypothèse en tout cas la plus vraisemblable était un problème d'origine génétique parce que ça correspondait à un changement complet de leur génétique dans les exploitations concernées et ils ont vraiment eu du mal en fait à revenir à un niveau plus faible de la maladie. Donc oui, éliminer la colonie, il faut déjà voir si elle récupère. C'est pour ça que le rucher hôpital est un bon intermédiaire pour la maladie noire. Il y a d'autres virus où je serais peut-être plus catégorique, mais pour la maladie noire, sauf si vous voyez la reine infectée. Alors, j'avais dans les vidéos, malheureusement, vous ne l'aurez pas vu, mais il y avait une vidéo de reine tremblante. Là, clairement, quand la reine exprime des symptômes, c'est la première fois que je voyais ça, c'est un apiculteur qui m'a transmis cette vidéo-là. C'était une exploitation dans laquelle il y avait des gros problèmes de CVPV. Et donc, là, quand vous en êtes à ce stade-là, bien évidemment, il vaut mieux à minima remplacer la reine, voire effectivement éliminer la colonie pour éviter une dissémination, s'il n'y en a qu'une. Mais quand c'est un problème généralisé, éliminer ne sera pas la solution.
Très bien. Tout. Est-ce que le syndrome de la ruche vide a une origine infectieuse? Donc là, on s'éloigne un peu. Alors bon, c'est le fameux CCD qui a été décrit aux USA. Alors ils ont cru un temps que c'était lié effectivement à la présence d'un virus qui était l'IAPV, donc qui est un des virus de la paralysie aiguë. Lui, le même type de symptômes que le CBPV, en plus violent en termes de mortalité. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que non. Et donc le CCD, c'est vraiment un ensemble de facteurs qui entraînent comme ça l'effondrement complet de la colonie, dont la pression en varroa, dont les environnements en pesticides, donc vraiment plein de facteurs. Une dernière question, encore une fois, sur l'alimentation, entre guillemets. Est-ce qu'il faut supprimer les vieux pollens dans les cadres? Est-ce que la composition de certains sirops pourrait avoir un effet complément, etc. Voilà. Concrètement, au niveau, si on devait faire un nourrissement pour essayer de sortir la tête de l'eau vis-à-vis du CBPV, il faut rester prudent parce que le pollen peut être contaminé par le CBPV. Et ça, on l'a malheureusement vérifié dans plusieurs laboratoires ou dans nos colonies expérimentalement où on les nourrissait avec du pollen et où en fait il s'est avéré que ce pollen pouvait être porteur du virus. Donc il faut être prudent des compléments. Alors, autres compléments alimentaires. Ce qui est important, c'est que la ruche soit dans un environnement où elle a des ressources. Vraiment, c'est quand même, voilà, on n'est pas là pour faire de la culture hors sol, quoi. Et votre ruche, ce qui est important, c'est qu'elle trouve dans son environnement ce qui lui est nécessaire. Alors, bien sûr, il faut gérer les périodes de disette, mais le mieux, c'est quand même de le gérer s'il faut par un déplacement des ruches. Si vraiment vous êtes dans un environnement qui est devenu trop pauvre ou sur une période de sécheresse et vous voyez des symptômes apparaître. Bien, je vais un petit peu mentir et prendre vraiment la dernière des dernières. Que penser des développements autonaux du CBPV avec des mortalités importantes? Là, la personne qui nous a parlé est dans les piémonts pyrénéens. Piémont pyrénéen. Alors, à l'automne, effectivement, c'est une bonne remarque parce qu'on a parlé du pic printanier du CBPV, puisque c'est ce que vous avez observé l'année dernière en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, vous étiez juste au passage, vous n'étiez pas seul d'ailleurs non plus, parce qu'il y a une région où il n'y a pas de OMA, mais il n'y a pas ce dispositif-là, mais ils m'avaient aussi sollicité dans la région centre parce qu'ils avaient beaucoup de cas de CBPV, donc ce n'est pas si loin de certains départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a eu en fait manifestement un gros foyer l'année dernière en 2020. C'était moins le cas dans le sud. Et les variations saisonnières entre régions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans l'ouest, ça arrive souvent un peu plus tard. Ça va être plutôt au mois de mai-juin. Et puis, dans l'est, ça va être vraiment lié à la mielée de sapin, donc plutôt à l'automne. Donc, c'est vrai que ces variations saisonnières, elles sont vraiment environnement dépendants. Donc, c'est possible que l'apiculteur qui pose la question, alors je connais moins, je suis désolée, je connais moins cette région des Pyrénées. Est-ce que c'est lié, est-ce qu'ils font de la mielée de sapin dans les Pyrénées? Je ne sais pas, est-ce que c'est à ça qui fait référence ou pas? Mais il y a des chances parce que souvent les cas à l'automne sont liés au mielé de sapin.